parler d'abord, avant de parler de notre changement climatique à l'heure actuelle, de la dernière période glaciaire. Il y a 20 000 ans, du coup, on était dans cette dernière période glaciaire. Et du coup, il y avait des périodes glaciaires jusqu'aux latitudes de Berlin et Londres environ, qui n'existaient pas à l'époque, hein, bien entendu. Et le niveau de la mer était beaucoup plus bas. On pouvait aller à pied de Paris à Londres, virtuellement encore une fois. Et en plus de ça, au niveau du climat, c'était des steppes et de la toundra, des steppes dans le sud de l'Europe et de la toundra dans l'Europe centrale. C'était combien de degrés de moins ? C'était 5 degrés de moins qu'à l'heure actuelle. Et ce que les scénarios du GIEC nous disent, c'est qu'on s'oriente vers un changement climatique entre environ 2 degrés et 5 degrés. 5 degrés dans les pires scénarios, si on ne réduit pas du tout nos émissions. 2 degrés dans les meilleurs scénarios, ceux sur lesquels on n'est pas encore actuel. À l'heure actuelle, pour vous donner un ordre d'idée, on est plutôt sur du 3 degrés. Sans compter les basculements climatiques et tous les phénomènes qui ne sont pas pris en compte dans les scénarios climatiques. Qu'est-ce que ça signifie en termes de climat qu'on va obtenir ? Bien entendu, des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes, plus intenses. Ça signifie aussi des sécheresses. Ça signifie des fortes pluies. Ça signifie des tempêtes et des vents extrêmes, de l'orage, de la grêle, des feux de forêt sur l'intégralité de la France, c'est pas que dans le sud. Et bien entendu, la montée du niveau de la mer. Sur les villes, puisque c'est de ce de quoi on va parler aujourd'hui. Sur les villes, les vagues de chaleur, elles seront couplées à des phénomènes particuliers, des phénomènes urbains. C'est l'îlot de chaleur urbain. L'îlot de chaleur urbain, ça veut dire qu'il fait beaucoup plus chaud au centre des villes que dans les campagnes. Ça, c'est des choses qu'on voit assez facilement. Pourquoi ? À cause de l'inertie des matériaux, à cause de toute la chaleur qu'on rajoute, à cause de nos activités anthropiques, à cause du manque d'aération de la ville, à cause de la rugosité des villes. Et tout ce phénomène va faire que les bâtiments qui sont en plein milieu des villes sont beaucoup plus à risque en termes de surchauffe. Il y a aussi le problème de l'artificialisation des sols. L'eau, les fortes pluies qui vont tomber, l'eau s'accumule si les sols sont artificialisés. Ça ne peut pas être absorbé par les sols. Et du coup, là, c'est une image générée par intelligence artificielle du marais, les pieds dans l'eau. Et on a d'autres problèmes également, pas particulièrement dans les villes pour le coup, un peu partout. C'est le problème du retrait et gonflement des argiles. Qu'est-ce que c'est le retrait et gonflement des argiles, du coup ? Le retrait et gonflement des argiles, c'est le fait que sur certaines zones en France, on a des sols qui sont argileux. Et l'argile a la propriété physico-chimique de se gonfler en période humide et de se rétracter en période sèche. Et donc ça se gonfle, ça se dégonfle, ça se rétracte, ça se gonfle, ça se rétracte. Les sols bougent et au bout d'un moment, ça se fissure. Et quand ça se fissure, ça fait des dégâts sur les bâtiments. Sur le habité, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie des conséquences de surchauffe, effets sanitaires, effets économiques, baisse de production, effets économiques, sociaux, voilà. Les retraits et gonflements des argiles, ça c'est principalement des effets économiques, hein. C'est des millions. Des précipitations intenses et inondations, ça on connaît bien en France, mais évidemment si ça s'amplifie, tous les phénomènes, toutes les assurances, etc., commencent à... Et tout ce qui est érosion et submersion marine, c'est tous les territoires littoraux qui vont perdre économiquement énormément. Et bien entendu, les mouvements de terrain, les feux de forêt, les tempêtes et vents violents vont impacter nos bâtiments et vont causer de sévères dégradations. Quelques chiffres pour savoir, ok, on parle de ça théoriquement, quelle ampleur. En termes de retrait et gonflement des argiles, c'est 50% de nos territoires qui est exposé. Ça ne veut pas dire qui est vulnérable, ça veut dire qui est exposé. Ça veut dire que c'est 10 millions de maisons individuelles qui potentiellement, si elles n'auraient pas été construites avec des fondations assez profondes, peuvent être soumises à ce phénomène. C'est, d'après les prédictions, une augmentation de 40 milliards d'euros
du coup de la sinistralité de la sécheresse entre 2020 et 2050. Sur les chaleurs, d'ici 2050, c'est x2 dans les scénarios moyens du nombre de jours de vagues de chaleur. Et c'est un habitant sur 7 qui vit dans un territoire exposé à plus de 20 journées anormalement chaudes par été dans les décennies à venir. Dans les décennies à venir, pas en 2050. Et dans les scénarios les plus pessimistes, Météo France prévoit des canicules 5 fois plus longues que la canicule de 2003, excusez-moi. Et c'est des canicules qui peuvent commencer en mai et terminer en octobre. Donc, comment est-ce qu'on lutte contre tout ça? Alors, pour la surchauffe, on va parler de notre corps d'abord, et pas des bâtiments, pas des villes. Notre corps, contre le froid, on a l'habitude de lutter. On rajoute des couches, on s'habille, on s'isole. Contre le chaud, notre réflexe premier, se déshabiller. On sait tous ici que ce n'est pas le bon réflexe. Le bon réflexe, c'est de se protéger du soleil. C'est de mettre des chapeaux, c'est de mettre des vêtements blancs. Et c'est de mettre de la crème soleil et des lunettes de soleil. On veut complètement se protéger du soleil. Et bien le bâtiment, c'est pareil. On a pris l'habitude de s'isoler contre le froid, etc. Mais on ne sait pas comment se protéger du soleil. On a des mauvais réflexes parfois. La réalité, c'est qu'il faut revoir nos orientations quand on construit, réduire nos ouvertures, nos surfaces vitrées, réduire ça à tout prix. Et les surfaces qu'on a de vitrées, il faut les protéger. Il faut les protéger comme on met des lunettes de soleil et de la crème solaire. C'est des stores, c'est des casquettes, c'est des débords de toiture. On va devoir penser la ville qui se protège du soleil. Hop, excusez-moi. Mais il y a aussi une autre solution qui est assez intéressante, qui nous procure à la fois de l'ombrage et du rafraîchissement. Donc non seulement on se protège du soleil, mais en même temps on se rafraîchit. La végétalisation. Maintenant, inondation. Inondation, on a l'habitude, premier réflexe, on résiste, on se protège, on se barricade. Sauf qu'en fait, il y a d'autres stratégies, parce que la nature reprendra ses droits. En amont, c'est d'éviter, surélever, quand on sait qu'il y aura de l'eau. Et en aval, il faut accepter, il faut céder. Il faut se dire qu'il y a des zones qui seront inondées et que du coup, on protège ces zones-là en acceptant qu'elles soient inondées. Et puis, encore une fois, une belle solution. Au lieu d'avoir une ville entonnoir où on canalise tout, et puis on met toute l'eau au même endroit, et puis ça déborde, on crée une ville éponge. Toutes les surfaces, tous les sols, tous doivent pouvoir absorber l'eau. Et pour absorber l'eau, il faut qu'ils soient aérés. Et pour être aérés, il faut des racines, il faut de la végétalisation. J'ai commencé à vous parler des solutions fondées sur la nature, ces solutions de végétalisation, qui ont plein de co-bénéfices, qui déjà peuvent traiter plusieurs aléas climatiques, mais en plus peuvent atténuer le changement climatique. Atténuation du changement climatique, stockage de carbone, ça rafraîchit, pas besoin de climatisation, atténuation encore, économie d'énergie, bien entendu, puisque pas besoin de climatisation, beauté de la ville, la végétalisation partout, vous imaginez, bien-être des habitants, préservation et restauration de la biodiversité, petits oiseaux, les insectes, etc. Santé et qualité de l'air, meilleure gestion des eaux, de manière générale, pas seulement des eaux pluviales, mais de l'ensemble, de la sécheresse, etc. Vie dans les sols, très important. Et sécurité alimentaire, on peut planter des espèces comestibles. Et du coup, il faut, comme ça, avec ces solutions fondées sur la nature, mais d'autres solutions également, prévoir de construire de nouveaux imaginaires. La construction de nouveaux imaginaires, elle se base sur la réappropriation des savoirs vernaculaires et des savoirs anciens, puisque les savoirs anciens, nos anciens, savaient construire en fonction de l'ancrage local, mais en fonction de la sobriété également, puisque l'énergie n'était pas aussi disponible. Et il faut une mise en récit, de manière générale, qui tient compte de l'évolution des contraintes avec
des transformations radicales des modes de vie, des usages, de mixité, de fonctionnalités mutables, etc. Des stratégies incrémentales qui prévoient que le changement climatique ne change pas du jour au lendemain. Il va changer par paliers. Et donc il faut que la ville soit capable d'évoluer de jour en jour. Et puis des stratégies réactives. Il faut penser également au renoncement. C'est-à-dire qu'il y a des crises, elles vont arriver. À un moment donné, il faut l'accepter. Il y a des crises qui vont arriver. Comment on anticipe ces crises pour faire en sorte que justement ces crises ne soient pas aussi destructives et qu'on reste dans la beauté de la vie. Merci. On t'entend pas? Si. Pardon? On n'entend plus. On n'entend plus ce que je dis? Est-ce que vous voulez parler? Allez-y, dites. Non, c'est bon. Vous, on vous entend? Oui. Et moi aussi. Ouais, je croyais qu'on entendait. C'est merveilleux. Est-ce que vous avez besoin de cet ustensile, Maude? Kobe. Vous le voulez alors? Kobe. Qu'est-ce que vous préférez, Koba ou Kobe? Kobe. Très bien. Maude Kobe, vous êtes architecte. En pratique, comment fait-on, comment conçoit-on des bâtiments qui intègrent les contraintes qu'a évoquées Sakina Benpoint? Et j'ajouterais, comment trouve-t-on des artisans pour faire le boulot? Parce que ce n'est pas simple non plus. J'avais discuté avec quelqu'un qui formait des plombiers. Donc on est vraiment là au ras des pâquerettes. Et qui disait c'est bien gentil de changer les normes, etc. Mais les plombiers en France, les chauffagistes, ne sont pas formés pour... ils ne sont pas assez nombreux. Et en plus, pour faire des pompes à chaleur, il n'y en a pas assez. Enfin, pour les installer, ils n'ont pas la technique. Donc j'imagine que les architectes qui mettent en œuvre les recommandations de Sakina Benpoint et qui doivent les penser, doivent s'arracher les cheveux quand il s'agit de trouver des gens sur des métiers en tension. C'est la question complémentaire, si j'ose dire. La parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Alors, je voudrais juste revenir sur une petite slide que j'aime bien. C'est la définition de l'habitabilité. Qu'est-ce que veut dire habiter? Et comment mieux habiter sur cette planète? Alors, on regarde un peu sur Wikipédia, dans le vieux Larousse, et on remarque que finalement, habiter, c'est créer des conditions pour vivre de manière saine, confortable et en sûreté. Et j'aime bien ce triptyque sur le confort, sur le côté sain et sur la sécurité, puisqu'on sait que de nombreuses contraintes nous obligent. La soutenabilité, comment pouvoir concilier cette habitabilité et cette soutenabilité? Soutenable, c'est cette capacité dans le long terme à durer tout en respectant les principes fondamentaux d'équilibre écologique entre l'écologie et le social. Et puis, il y a les ressources. Les ressources, c'est comment préserver cette eau que nous buvons, cet air que nous respirons, cette terre que nous cultivons, ce vivant, cette biodiversité, toute cette nature qui crée cet écosystème dans lequel nous évoluons. N'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est les hommes et les femmes pour qui nous construisons. Alors, j'ai bien aimé votre présentation sur l'évolution de la société. J'ai appris récemment que quand on construit un bâtiment, on construit pour des hommes et des femmes, et un enfant sur 3 vit en famille monoparentale. Comment pouvons-nous construire, vous et ensemble, un appartement qui évolue avec un homme, une femme et un enfant? Comment la société évolue? Comment ces familles qui se composent, qui se décomposent? Parfois vous êtes 2, vous êtes une semaine sur 2, vous êtes 10. La famille évolue, les étudiants ont du mal à se loger, la population vieillit, donc comment on apprend à vivre et vivre plus vieux dans la ville? Et puis il ne faut pas oublier les familles et les enfants. Nous savons que l'espace social est malheureusement oublie complètement ces enfants qui sont invisibles dans la société. Alors j'aime bien ce triptyque très positif, parce qu'aujourd'hui on est là pour proposer des solutions, et ça tombe bien, il y en a plein qui existent déjà. C'est la nécessité de trouver un équilibre entre la beauté qu'on mettra toujours en haut, la beauté qui va sauver le monde, la durabilité et l'inclusion. Et ce triptyque-là, il est porté par l'Europe, et en premier lieu par la Commission européenne, le New Bauhaus européen, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, alors c'est un mouvement qui est sorti juste avant le Covid, et qui avait cette volonté, de la même manière que le Bauhaus, il y a quelques années, de créer un grand mouvement autour de l'art et de la création. Ce mouvement a été repris par le mouvement Unisson, que j'ai eu le plaisir de porter au début, vers une architecture bas carbone et autour du vivant. Et puis on va aussi rajouter d'autres mouvements, comme le mouvement Repeat, qui nous oblige aussi à plus d'éthique dans la société, plus de parité. Quelques boîtes à outils, donc rien ne se perd, tout se transforme. Hein. Ça, c'est une fondation, j'aime bien cette nécessité de dire qu'on compose avec ce qui existe déjà.
Vous connaissez les immeubles de bureaux qui se vident, vous connaissez la notion de réversibilité, comment on peut réinvestir des espaces qui sont oubliés, qui sont inexploités par la réversibilité, comment on peut intensifier les usages, ces fameux espaces de partage. La famille est en pleine évolution, la société évolue, et comment ce bâtiment va pouvoir finalement vivre au gré de ces changements. Et puis la beauté, c'est essentiel, chaque mètre carré est utile, chaque mètre carré doit être beau. Les architectes que je représente, et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, avec quelques piliers de l'architecture dans cette salle que je salue, eh bien, dans cette nouvelle génération d'architectes, nous avons évidemment quelques piliers que nous développons avec vous, maîtres d'ouvrage et élus. Construire la ville sur la ville, donc c'est faire du lien entre le passé, le présent et le futur. C'est par exemple ce cas d'école que j'étudie actuellement à l'agence avec mes collaborateurs, sur comment préserver un bâtiment banal, une architecture des années 60, une maternité qui était fermée sur elle-même, introvertie, qui avait à son époque du sens, comment la transformer, densifier, monter plus haut, retrouver des matériaux nobles comme la pierre, comment venir ouvrir vers l'extérieur, donc on garde la trame, on déshabille les matériaux qu'on va réemployer sur d'autres projets, et puis on va étendre les usages vers l'extérieur. L'extérieur va vers l'intérieur et vice-versa. C'est cette fameuse architecture bioclimatique dont tu parlais tout à l'heure, Sakina, qui nous oblige à créer des espaces extérieurs, généreux, des canopées. On est sur une notion de confort d'été, mais aussi sur une relation directe avec l'extérieur. Le deuxième pilier fondamental, on en a parlé également tout à l'heure, c'était la renaturation. Comment on va faire que cette petite plante va pouvoir revivre? Comment se fait-il qu'en 2025, nous ne soyons pas capables de densifier et en même temps de concilier la nature? Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de construire des beaux espaces qui est intégré au niveau du vivant? On compose avec le vivant. L'architecte doit composer avec le paysage, ce n'est pas un décorum. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Monsieur le maire, vous avez une ville magnifique, Versailles, et on avait déjà à l'époque cette ville nouvelle du XVIIe siècle, ils avaient tout compris. Heureusement, il y a des solutions qui existent et qu'on met en lumière. J'ai eu la chance d'aller au Biennale de Venise, Le pavillon allemand était très optimiste, il proposait des solutions et il mettait en lumière des projets où on concilie l'artificialisation et la naturalisation. Replanter, créer des canopées, végétaliser les façades, végétaliser les terrasses, reconstituer des trames vertes, des coulées bleues. Et du coup, l'espace social devient l'espace environnemental et vice-versa. Là, vous avez un projet que nous avons étudié, que j'ai eu le plaisir de présenter aussi dans le cadre d'une autre prise de parole. C'est l'idée c'est pas une idée utopique, c'est très simple, c'est de créer une couture urbaine, de prolonger la trame verte entre Paris, les rives de Seine et la Défense pour un futur plus désirable, la reconquête de l'eau, de la Seine, créer des espaces partagés pour tous, pour les familles, pour les gens qui travaillent à la Défense, pour les habitants de Courbevoie, de Puteaux. Le troisième pilier fondamental que nous réinvestissons, c'est le vernaculaire, le BTP, le bois, la terre, la paille ou le préfabriqué. Ce n'est pas une utopie. L'idée, c'est de venir massifier ces matériaux biosourcés que l'on va puiser de la terre ou de la pierre, des carrières. C'est un projet prototype que nous menons avec EGAD actuellement sur un projet à Lyon. On massifie l'idée de la terre de pisé. On va construire des grands blocs de terre qui sont préfabriqués et on va les monter les uns après les autres pour monter un bâtiment sur 7 étages. La beauté, rappelez-vous, elle est essentielle. La beauté pourra sauver le monde. Le bas carbone, oui. Le durable, oui. L'ornement également. L'ornement, ce n'est pas inutile. L'ornement, ça permet de rendre un projet plus élégant, plus inspirant. Et dans ce projet-là, il vient protéger la terre de l'eau. Le quatrième pilier que vous utilisez également énormément en ce moment dans les projets, qui coule de bon sens, c'est recycler, réemployer, construire la ville sur la ville et proposer des projets à multiples vies. C'est créer le lien entre le passé, le présent et le futur, comme cette tour Racine que certains connaissent déjà, un bâtiment iconique des années 60 qui a été pendant des années malmené, oublié, et qu'on a eu la chance de pouvoir soigner, de pouvoir investiguer. Il a été construit sur 4 niveaux de parking, donc c'était un grand jardin disposé sur un espace minéralisé. Cette architecture assez exceptionnelle de forme organique, ce coquillage qui s'enroule, comment on va venir scanner le bâtiment, réinvestir les sous-sols, utiliser des espaces délaissés comme ces parkings, en creusant, en faisant un grand vide, un grand patio et en venant régénérer la lumière naturelle et donc créer des espaces nobles. Comment on va venir réinvestir le bâtiment et préfigurer une seconde vie. La fameuse cité radieuse de Le Corbusier, le village vertical. Travailler, habiter, plusieurs morphologies.
Et puis le dernier étage, cette fameuse 5e façade qui, pendant les années 70, est utilisée pour faire des locaux techniques. Nous l'avons réinvesti en créant un jardin suspendu, vivre au-dessus des toits, contempler le paysage. Je finirai cette présentation par cette citation, donc rien ne se perd, tout se transforme. C'est une source d'inspiration pour tous. Et par cette petite slide que j'ai prise également à la Biennale, qui est très positive, mais il ne reste plus qu'à agir. Merci.